Bonjour, dans ce nouvel épisode de Transitionnel, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Michel Gueret. Alors Jean-Michel, tu es psychothérapeute, tu es formateur également, praticien en psychologie énergétique et en EFT. Tout à fait. Voilà. Alors Jean-Michel, bienvenue. Notre première question est qu'est-ce que la psychologie énergétique et notamment qu'est-ce que c'est l'EFT? Alors, j'ai tendance à dire que l'EFT est la pointe émergée de l'iceberg qui est constitué par la psychologie énergétique. La psy énergétique, c'est un courant nouveau qui est apparu dans fin des années 70, début des années 80, qui est issu d'une découverte fortuite d'un docteur en psychologie qui s'appelait Roger Callahan et qui, qui était lui-même formé aux techniques classiques de psychologie et qui, en travaillant avec une de ses patientes qui souffrait d'une phobie sévère, ça faisait 2 ans qu'il travaillait avec elle, il avait épuisé un peu toutes ses méthodes et il a eu l'idée un jour qu'elle lui disait qu'elle se plaignait parce qu'elle était exposée à ce qui la dérangeait, c'est-à-dire l'eau. Il l'exposait près de sa piscine, en fait. C'était une phobique de l'eau depuis toujours. Et un jour, elle lui parlait de son estomac. Comme il s'intéressait aussi à la médecine traditionnelle chinoise, il a fait en fait une correspondance avec le méridien de l'estomac qui débute juste sous l'œil. Et il lui a demandé de stimuler ce point pour voir, en fait. Il ne savait pas trop quoi faire. Ça faisait 2 ans qu'il avait épuisé, on va dire, tout son attirail. Simplement en le tapotant de cette manière-là. Okay. Voilà, comme ça. Donc, et au bout d'une ou 2 minutes, il s'est aperçu que non seulement elle avait plus du tout de symptômes physiques, c'est-à-dire que le problème, la sensation dans l'estomac avait disparu, mais en plus elle s'est levée en lui disant « j'ai l'impression que c'est terminé » et elle est partie en courant vers la piscine. Or lui, il essayait de l'exposer depuis des 2 ans, près de sa piscine. Chaque fois qu'il la faisait s'avancer et qu'elle commençait à se sentir pas bien, il utilisait des techniques de relaxation. Et là, tout d'un coup, elle part quasiment en courant vers sa piscine. Et au bord de la piscine, elle s'asperge le visage. Et le lendemain, elle le rappelle et elle lui dit « Docteur, vous savez ce que j'ai fait hier ?» Et en fait, elle avait pris sa voiture, elle est allée jusqu'à la plage, à l'océan. Et elle est rentrée dans l'océan à mi-cuisse. Elle ne savait pas nager, donc elle n'est pas allée plus loin. Mais sa plus grande peur, c'était l'océan. Et donc là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais. Donc il s'est aperçu qu'il avait découvert quelque chose et il a utilisé différentes méthodes, dont la kinésiologie est appliquée. Et il a mis en place une méthode qui consistait à stimuler des points d'acupuncture en fonction des symptômes que présentaient les patients. Donc il a travaillé là-dessus pendant une dizaine d'années pour aboutir à une méthode qui s'appelle aujourd'hui la thérapie du champ mental. Et il a commencé à former plein de personnes, des thérapeutes, des psychologues, des personnes qui s'intéressaient aussi au développement personnel. Et cette technique, en fait, s'est propagée comme ça. Et puis Fred Gallo, qui est un psychologue, a baptisé l'ensemble de toutes ces méthodes psychologie énergétique. Et c'est-à-dire que toutes ces méthodes, en fait, elles regroupent des interventions sur le champ énergétique humain. Donc soit en passant par les méridiens, donc en les stimulant avec les doigts, soit sur ce que les Indiens appellent les chakras, c'est des centres énergétiques, soit directement sur le biochamp, c'est-à-dire le champ électromagnétique qui est émis par le corps humain. Alors, l'EFT est une des méthodes de la psy énergétique, qui est certainement la plus connue. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement simple et qu'elle a été... En fait, c'est une simplification de ce qu'avait créé Callahan, de manière à ce que tout un chacun puisse s'en servir de manière autonome. D'accord. Mais c'est Callahan qui a découvert l'EFT? Non, en fait, c'est un de ses élèves qui a simplifié la méthode et qui s'appelle Gary Craig. D'accord. EFT, ça veut dire quoi? EFT veut dire Emotional Freedom Technique, au pluriel, donc c'est-à-dire technique de libération émotionnelle. D'accord, ok. Très bien, merci. Et comment se déroule une séance justement de EFT? Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. Voilà. J'imagine. La première chose à faire, c'est de se concentrer sur ce qui nous pose problème.
Alors, on peut traiter différentes choses, on peut agir sur différentes choses, comme par exemple des souvenirs traumatiques qui me perturbent, ou alors des symptômes physiques. Donc pour faire simple, si j'ai par exemple une douleur quelque part, je peux me concentrer sur cette douleur, y penser, et ensuite je vais stimuler des points d'acupuncture tout en restant concentré sur cette douleur, et puis observer à la fin de l'ensemble de cette stimulation si s'est passé quelque chose, si ma douleur a diminué, si elle s'est déplacée, et jusqu'à ne plus la sentir du tout. Inversement, sur une pensée, sur un souvenir traumatique, donc on va être sur le passé, alors que la douleur, on est dans le présent, je vais me concentrer sur ce qui s'est passé et ce qui provoque encore en moi de l'émotion, et je vais effectuer ces stimulations jusqu'à être débarrassé du ressenti émotionnel. D'accord. Et de la même manière, on va pouvoir travailler sur des pensées anxieuses, donc des soucis, c'est-à-dire des choses qui ne se sont pas encore passées. Et par exemple, je pourrais avoir peur de cette interview. Et donc 5 minutes avant ou la veille, y réfléchir, me concentrer sur tout ce qui me perturbe, ressentir un peu de stress, et donc commencer ces stimulations des points jusqu'à ce que ça se calme. Alors comment on les stimule, ces points? On les stimule manuellement, donc en fait on va par exemple, supposons que là je ressente de l'anxiété au cours de cette interview, eh bien je vais stimuler le tranchant de ma main, comme ça, et je vais dire, même si je me sens anxieux parce que je suis filmé, parce qu'il y a des gens qui me regardent, ou enfin tout ce qui pourrait me passer par la tête, je m'accepte tel que je suis. Donc en fait, quand on fait ça, on est à la fois exposé au problème. Tout à l'heure on parlait d'exposition avec la patiente de Roger Callahan, donc là je suis vraiment concentré dans l'instant présent sur ce qui se passe, donc je suis en pleine conscience avec mon problème, je stimule, et la deuxième partie de la phrase c'est une acceptation cognitive quand je dis je m'accepte tel que je suis, c'est j'accepte la personne que je suis avec ce problème de stress. Après ça, je vais commencer à stimuler un ensemble de points qui se trouvent sur le visage de cette manière-là. On va stimuler les points de 7 à 10 fois. Je vais continuer à stimuler ces points-là. Et en fait, ça a provoqué un effet à l'intérieur de mon corps et de mon cerveau qui va petit à petit me calmer. Qu'est-ce qui se passe vraiment, enfin, quand on stimule ces points, qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau? Quel est le message qui est envoyé au cerveau? Comment ça marche vraiment? D'accord. Alors en fait, il y a pas mal d'études qui ont été réalisées pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait dans cette technique thérapeutique. Donc il y a eu des études qu'on appelle les études déconstruisantes. C'est-à-dire qu'on prend 2 groupes de personnes, 2 groupes de thérapeutes, et puis on demande aux gens de faire la séquence classique de FT ou de psy énergétique, et puis on a un autre groupe dans lequel on va enlever un morceau de la séquence classique et on regarde ce qui se passe, et en fait on s'est aperçu que le principe actif c'était effectivement les stimulations, première chose. Après, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on percute la surface de la peau? Eh bien la peau a une structure un peu comme en cristaux liquides, et la pression effectuée sur ces cristaux liquides à l'endroit des points d'acupuncture va créer un effet piézoélectrique, et il va y avoir une conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique. Et cette énergie électrique va circuler dans le corps selon les voies de moindre résistance électrique qui sont les méridiens d'énergie. Si on mesure la surface de la peau, chaque fois qu'on est sur un point d'acupuncture, c'est-à-dire un point sur le réseau des méridiens d'énergie. C'est basé sur l'acupuncture de toute façon. Enfin, l'acupuncture, l'acupuncture, on vient planter des aiguilles dans des points bien spécifiques qui sont situés le long de ces méridiens d'énergie, tels que décrits par la médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, si on observe ce qui se passe sur ces points, on s'aperçoit que la résistance électrique est beaucoup plus faible. Donc en fait, la conductance, l'énergie passe beaucoup mieux. Et donc cette énergie va circuler dans le corps selon le trajet de ces méridiens, et on va observer toute une cascade de phénomènes. Déjà, au niveau du système nerveux autonome, le système nerveux autonome, c'est on pourrait dire le pilote automatique pour simplifier du corps. Et il y a 2 branches, un accélérateur et un frein.
L'accélérateur s'appelle le sympathique, le frein s'appelle le parasympathique. Quand on fait cet enchaînement de stimulation, on s'aperçoit qu'on active la branche parasympathique. C'est-à-dire que le parasympathique, le frein, c'est le retour au calme. Donc en fait, ça détend déjà. Donc souvent, on stimule les points qu'on a dans cette séquence EFT et la personne se calme, se met à bâiller par exemple. Donc on a une action là, au niveau du système nerveux autonome. On a également une action sur une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale et qui est située dans le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Donc voilà, cette fameuse étude de Harvard montre effectivement qu'on a un impact au niveau cérébral. Et puis, comme on a un impact au niveau cérébral, eh bien, il y a toute une cascade de phénomènes. On va se mettre à produire des hormones qui calment. Et puis, voilà. Et en fait, par exemple, l'hormone du stress, qui est le cortisol, on s'aperçoit qu'il y a un changement très rapide au niveau du cortisol, également au niveau de l'immunité aussi. Si on mesure l'immunoglobine A dans la salive, on s'aperçoit que consécutivement à une séance de EFT, on a une augmentation de l'immunoglobine, c'est-à-dire que l'immunité augmente. Et il y a eu même des études, une étude récente qui date de l'année dernière, qui a été réalisée par Dawson Church, au niveau de l'activation des gènes. Et il y a une régulation en fait à la baisse des gènes qui codent l'inflammation et à la hausse des gènes qui codent l'immunité. Quel est le profil des gens qui viennent te voir? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'EFT? Et aussi peut-être, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, ça aussi. Alors, des contre-indications connues, il n'y en a pas vraiment, mais moi ce que je dirais c'est que la contre-indication c'est quand on travaille sur soi, a priori il n'y en a pas. Quand on travaille avec quelqu'un, là effectivement il y en a, parce que on peut pas, je veux dire, si on veut traiter des troubles psy, il faut connaître le trouble. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un stage en clinique psychiatrique durant 7 mois pour obtenir le titre de psychothérapeute. Et on a eu l'occasion dans cette clinique de travailler avec des patients psychotiques. Mais on ne travaille pas avec ces patients psychotiques comme on va travailler avec quelqu'un qui se sent anxieux. Donc il y a des précautions à prendre. D'abord, on est dans un cadre particulier qui est celui de la clinique psy. On est entouré de psychiatres, de psychologues, de tous les médicaments qu'il faut au cas où il y a un problème. Donc voilà, je dirais que la principale contre-indication, je vais le dire autrement, c'est ne surtout pas travailler avec des personnes dont on ne connaît pas la pathologie. Bien sûr. Et ça reste la même méthode, le même protocole? Oui. D'accord. En fait, Callahan, dans la thérapie du champ mental, a développé ce qu'on a appelé des algorithmes. C'est-à-dire qu'un algorithme, c'est une séquence de stimulation de points dans un ordre donné. Et ça veut dire qu'on va mettre un algorithme en face de certains symptômes. Et la simplification qu'a apporté Craig, c'était d'avoir un seul et même protocole pour tout. Donc c'est pour ça que c'est relativement simple, en tout cas en apparence, à utiliser. Après, là où ça se complique, effectivement, c'est quand on va travailler avec des types de patients particuliers. Je dirais que le EFT est mis dans les mains d'un psychologue ou d'un psychiatre qui connaît parfaitement bien la pathologie. Il va savoir ce qu'il faut faire avec. Et donc, pour rebondir sur l'autre question qui est avec quoi qu'est-ce qu'on peut traiter? Eh bien, on peut traiter des symptômes émotionnels, physiques. Donc ça veut dire, si on commence à s'intéresser aux émotions, c'est très large. Si on parle donc on va s'intéresser par exemple aux troubles anxieux. Donc les troubles anxieux tels que définis par le DSM-4 que je vois dans la bibliothèque juste à côté, ça va comprendre les phobies, donc tout ce qui est de l'ordre des phobies, les attaques de panique, l'agoraphobie. On pourra s'intéresser aussi, traiter les TOC, le stress aigu et ce qu'il y a de plus compliqué à traiter qui est le stress post-traumatique. D'ailleurs, à ce propos, aux États-Unis, la TFT a été reconnue comme une méthode valable en première intention pour traiter le stress post-traumatique et également la dépression. Donc ça ouvre également sur tout ce qui est trouble de l'humeur.
Et si on s'intéresse aux émotions, Oui. eh bien, les troubles anxieux, c'est toutes les maladies de la peur, et ça sera plutôt la tristesse dans les troubles de l'humeur. D'accord. Et pour ce qui est physique, douleur physique, Alors, ça peut agir sur une douleur physique? eh bien, en fait, on sait maintenant, il y a des études qui en sont sorties l'année dernière, et qui montrent que derrière les douleurs chroniques, à 85%, il y a des traumas non résolus. Ah. Donc, le traitement, par exemple, si on prend une algodystrophie ou la fibromyalgie ou d'autres douleurs chroniques du même ordre, le syndrome du membre fantôme, eh bien, on va pouvoir cibler déjà la douleur, mais il y a un moment où il faudra aller sur le trauma lui-même. Et donc, demander à la personne de repenser à ce qui s'est passé dans sa vie. Généralement, on lui dit, on pose la question, votre douleur chronique, elle date de quand? Depuis combien de temps vous avez cette douleur? Et donc, elle va nous dire par exemple 3 ans et demi, et la question qui va suivre sera, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a 3 ans et demi? Et on va aider le patient à retrouver l'origine de son trauma. Et donc, une fois qu'on l'aura retrouvé, on va lui demander progressivement de se connecter avec ce trauma, et on va venir le traiter en utilisant les séquences de EFT ou de TFT ou d'autres méthodes de la psy énergétique. Alors, de manière pratique, comment ça se déroule une séance? On commence avec quoi quand on fait une séance en EFT? Alors, d'une manière pratique, on va commencer par demander à la personne son objectif. D'accord. Pourquoi est-ce que vous venez me voir? D'accord. C'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que quand on pose cette question, on a souvent des personnes qui vont nous parler de leurs problématiques. Donc c'est important de savoir vers quoi on va, c'est un peu notre cap. Donc une fois qu'on a l'objectif, on va s'intéresser à toutes les raisons qui empêchent la personne d'atteindre son objectif. Donc on va lui demander, on pourrait dire, comment est-ce que vous dysfonctionnez? Par exemple, je prends un exemple. La personne arrive et elle va dire, voilà, moi je suis stressé. Quel est votre objectif? Je suis stressé. D'accord, c'est pas un objectif. Hein. Donc on va lui dire, ok, vous êtes stressé, mais au-delà de ça, si vous n'étiez pas stressé, qu'est-ce qui se passerait de différent dans votre vie? Elle va nous dire, ben, par exemple, si j'étais pas stressé, je pourrais parler en public. Ok, parler en public, on peut même préciser l'objectif. Ok, devant combien de personnes? Elle pourrait nous dire, bah, par exemple, tous les lundis matins, il y a une réunion au bureau, et on est une dizaine autour de la table. Chaque fois que ça s'approche de moi ou que je dois prendre la parole, je sens qu'il y a une sorte de panique qui m'envahit. Ok, donc votre objectif, ça serait de pouvoir prendre la parole tranquillement, sereinement, le lundi matin avec tous vos collègues. Oui, c'est ça. Ok. Donc ensuite, on va explorer la problématique. Comment ça se passe habituellement? Et elle va donc nous expliquer son problème, son trouble, et on va essayer de voir quels sont les facteurs déclencheurs, qu'est-ce qui maintient ça, et puis en même temps, depuis quand ça dure? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout ça? Et ça va nous donner en fait autant de pistes qu'on va pouvoir explorer et traiter pour faire diminuer l'intensité de ce trouble. Comment on mesure l'intensité de ce trouble? L'intensité, elle est subjective, en fait. On va demander à la personne, quand vous pensez... Alors, prenons toujours le même cas. La personne, on va lui demander, la dernière fois que vous êtes retrouvé dans cette situation, c'était quand? Bah, c'était il y a 15 jours. Ok. Quand vous repensez à ce qui s'est passé il y a 15 jours, donc on va lui demander éventuellement de fermer les yeux, elle va se connecter avec ce souvenir. On va lui dire, quand vous pensez à ce qui s'est passé, le moment le pire d'ailleurs, ah bah, elle dit oui, je me vois là, je suis tétanisé, tous mes collègues me regardent comme ça et je transpire. Ok. Quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant dans votre corps? Elle va dire par exemple, eh ben, je sens de la honte, quoi. J'ai honte de moi, j'ai honte de me comporter comme ça. Ok. Cette honte, vous l'évaluez à combien de 0 à 10? Donc c'est une échelle subjective de l'intensité émotionnelle, de ce qu'elle ressent ici et maintenant dans son corps. On va lui demander, on a donc une image, on a donc une émotion, on a une intensité, on peut lui demander où est-ce qu'elle ressent cette honte dans son corps. Les émotions, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est vraiment dans le corps. Et ben, elle va dire par exemple, bah là, ça me chauffe dans les joues. D'accord. Et puis j'ai une boule dans la gorge. Très bien. Et on peut même aller encore plus loin et lui demander,
D'accord. Quand vous voyez cette image de vous, où vous êtes pétrifié il y a 15 jours, que vous ressentez cette émotion dans vos joues, cette chaleur dans vos joues, cette honte à, mettons, 8 sur 10, qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous? Bah, je suis nul, par exemple. Une fois qu'on a ça, on peut remonter dans le passé pour lui demander, mais en fait, quand est-ce que vous vous êtes dit ça une des toutes premières fois? Et souvent, les patients vont avoir une idée qui émerge. Ah bah je me rappelle, mon père faisait ci, faisait ça, me disait ci et ça. Et on va peut-être retrouver un souvenir quand la personne avait 6-7 ans. Okay. Et donc une fois qu'on a ça, ça c'est, je dirais presque l'essentiel du travail. Eh bien, on va lui dire, ok, bah alors repensez maintenant à ce souvenir quand vous avez 7 ans. La personne se revoit enfant, elle voit son père, elle entend ce qu'il lui dit, elle se réassocie avec son souvenir. Et à ce moment-là, on refait la même chose. On lui dit, bah, quand vous êtes connecté à ça, qu'est-ce que vous ressentez? C'est où dans votre corps? C'est à combien de 0 à 10? On vérifie que c'est bien la même pensée et où elle se dit encore, je suis nul. Et donc, c'est probablement là l'origine. Maintenant, alors qu'elle est connectée, qu'elle ressent de l'émotion dans son corps, eh bien, on va juste appliquer notre séquence et on va lui faire dire, même si je ressens cette émotion quand je repense à ce qui s'est passé quand j'avais 6-7 ans ou 7-8 ans, je m'accepte tel que je suis. Et on va faire l'enchaînement de tous ces points-là dont je parlais tout à l'heure. Il y en a sur le visage, il y en a sur le haut du corps, il y en a également sur les mains, enfin, dans l'extrémité des doigts et sur le dos de la main. Et là, on va venir calmer l'émotion. Jusqu'à 0. En fait, si on observe ce qui se passe dans le cerveau, on va chercher à avoir une déconnexion des neurones qui se sont connectés ensemble au moment du trauma. Et là, on arrive sur une notion qui est essentielle, alors qui est peut-être un peu technique, mais qui s'appelle la reconsolidation des mémoires. Alors, la nature a deux moyens de réparer les traumatismes psychologiques. Tout comme au niveau physique, quand on se coupe, on s'égratigne ou qu'on a une fracture, eh bien, notre corps va s'auto-réparer. Eh bien, au niveau psychologique, c'est la même chose. En fait, ces deux moyens, c'est la reconsolidation des mémoires ou l'extinction. Jusque dans les années 90-2000, on pensait que certains traumatismes qui avaient été extrêmement violents étaient inaltérables, engrammés à vie. Et en fait, c'était commun dans le discours de dire, bah, écoutez, compte tenu de ce que vous avez vécu, il va falloir apprendre à vivre avec ça, parce qu'on ne peut rien y faire. Et puis, en fait, les chercheurs ils se sont aperçus qu'il y avait des personnes qui arrivaient à un état de résilience, c'est-à-dire guérissaient, entre guillemets, naturellement. Et ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait dans ce cas-là. Et puis ils se sont aperçus aussi que différentes thérapies permettaient d'arriver à ce processus. Et ce processus, ils l'ont nommé la reconsolidation des mémoires, c'est-à-dire qu'il y a une réparation intégrale du traumatisme. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au moment où il y a un trauma extrêmement violent, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Et donc, en fait, il peut y avoir des connexions dysfonctionnelles. Et c'est de cette manière-là qu'une personne va souffrir d'une phobie, par exemple, parce que n'importe quel déclencheur neutre, comme une couleur, une odeur, va pouvoir provoquer en fait une réaction en lien avec la peur. Et pour arriver à ce phénomène de reconsolidation des mémoires, il faut respecter 3 étapes. La première étape, c'est exposer les gens au problème, donc réactiver en fait l'émotion, parce que quand on va réactiver l'émotion, on va allumer, on pourrait dire, les neurones qui ont été connectés au moment du traumatisme. La deuxième condition, c'est de présenter une expérience contradictoire intense. C'est-à-dire que si on a vécu une peur intense, il faut présenter une expérience de calme, de sécurité intense. Et la troisième condition, c'est de répéter ça un certain nombre de fois jusqu'au moment où il y a cette fameuse déconnexion entre les neurones. Et Callahan, finalement, a découvert un truc par hasard, c'est que comme il exposait sa patiente à l'eau qui se trouvait dans la piscine, il activait en fait ses émotions. Et elle était tellement activée qu'elle ressentait physiquement une sensation dans son estomac. Quand il lui a demandé, sans le savoir en fait, de ce qu'elle allait faire, de stimuler ce point-là juste sous l'œil, en réalité, il a présenté une expérience contradictoire puisque la stimulation de ce point a eu comme effet dans son cerveau de calmer l'amygdale cérébrale.
Et donc, comme elle a fait ça pendant un certain temps, elle a répété en fait ces stimulations, eh bien, elle est arrivée à déconnecter dans son cerveau ces fameuses synapses en fait entre les neurones. Et donc, il a découvert ça. À l'époque, on ne savait pas comment ça se passait exactement. C'est les neurosciences qui nous ont appris ça début des années 2000. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est le fait oui, c'est ça. C'est en fait que le cerveau se recable en permanence, et donc quand on est dans cette configuration, c'est-à-dire les stimulations qui viennent présenter l'expérience contradictoire, eh bien, on arrive à ça. Et en fait, il y a d'autres thérapies qui permettent ça, bien sûr, mais là, l'avantage, c'est que c'est très simple, puisqu'il suffit de stimuler à répétition les différents points d'acupuncture. Donc on les stimule, mais il y a des paroles aussi. Oui, les paroles, en fait, l'idée des paroles qu'on prononce, d'ailleurs c'est des paroles négatives, ce qui surprend très souvent les gens, c'est de se dire, mais parce qu'on entend parler beaucoup de psychologie positive, où il ne faut pas répéter des choses négatives. En fait, souvent les gens disent, mais je vais me programmer, ils sont très surpris par ça, même incommodés. En fait, non. Si on répète ces paroles négatives, c'est pour que la personne dirige son attention sur l'événement traumatique en question. Donc on lui demande de répéter plusieurs fois des choses qui sont en rapport avec ce souvenir. C'est comme donner une voix à ce moment traumatique pour que... Voilà, on dirige l'attention de son cerveau sur cet événement, et pendant que l'attention est dirigée, on répète ces stimulations sur l'ensemble de tous les points du corps pour arriver à calmer, 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 jusqu'à un moment où il y a une déconnexion qui se produit. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à l'autre moyen qu'a la nature, qu'on appelle l'extinction, il n'y a pas de reprise du trauma. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est réglé, c'est à vie. Et je pourrais prendre une métaphore pour illustrer ça. On pourrait prendre par exemple, assimiler le trauma avec une tapisserie qui serait complètement taguée. On a deux manières de changer les tags. Soit on repeint sur la tapisserie, donc on met des couches et des couches et des couches, c'est ce qu'on appelle l'extinction. Mais il y a quand même toujours existence et une trace de ce trauma-là, alors que dans la reconsolidation des mémoires, on enlève la tapisserie et après, on retapisse avec une nouvelle tapisserie. Et donc, le travail, il est fait beaucoup plus proprement. Et la grande différence pour les personnes, c'est que ça leur permet de réintégrer le trauma dans leur histoire de vie, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir dire, oui, j'ai vécu cet événement, oui, ça a été difficile, mais maintenant c'est terminé. Et avoir ce sentiment, cette sensation de sécurité à l'intérieur d'elle-même. Et donc, il faut correctement utiliser ces méthodes pour arriver à ça. Une petite question par rapport à... Est-ce qu'on utilise... c'est une main particulière, il faut utiliser la main gauche ou... Non, en fait, c'est... les méridiens sont latéralisés. Donc en fait, ça peut être soit à gauche, soit à droite, soit éventuellement les deux en même temps. Mais ce n'est pas 2 fois plus efficace si on stimule les 2 côtés en même temps. D'accord, ok. Merci. Et pour finir, est-ce que tu aurais un exercice pratique à conseiller aux personnes qui nous regardent? Oui. Pour traiter quoi, par exemple? Pour traiter, peu importe le problème. Prise de parole, oui. On parlait des transports en commun aussi. Quelque chose qu'on pourrait reproduire comme ça, un peu partout. En fait, il y a 2 choses. Il y a soit on cherche à arriver à la reconsolidation des mémoires, et dans ce cas-là, il faut remonter aux souvenirs d'origine ou au trauma d'origine. Mais on peut aussi se servir de l'EFT pour se calmer dans l'instant présent. Alors justement, donc là, c'est plus de l'atténuation, donc on va apporter plus un confort temporaire, mais qui sera provisoire, mais déjà c'est pas mal. Donc par exemple, des personnes anxieuses pourraient stimuler un point qui se trouve juste sous les clavicules, qu'on appelle le point d'urgence, en fait. Alors en médecine chinoise, c'est le point R27, c'est-à-dire c'est la 27e paire de points sur le méridien du rein. Donc on en a un de chaque côté. Comment est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on repère ces clavicules. On arrive jusqu'au niveau du sternum où il y a la tête des clavicules, en fait, et puis il y a la ligne médiane qui est ici. Ce point, il se trouve juste sous la clavicule, et par rapport à la ligne médiane, eh bien, c'est 2 fois la largeur de son pouce. On utilise une mesure proportionnelle, en fait, qui est la largeur du pouce. Donc, par exemple, pour moi, mon pouce, il fait 2,5 cm
de largeur. Ouais. Donc ça fait 5 cm, donc je repère la ligne médiane et je pars de chaque côté environ de 5 cm. Nous, on ne plante pas des aiguilles, on stimule avec les doigts, voire avec les mains. Donc en fait, je pourrais carrément stimuler toute cette partie-là. C'est large, mais au moins je suis sûr d'être sur le point R27, puis même je vais en toucher les points qui sont en dessous. Et donc voilà. Alors, si on est en situation sociale, par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, de la personne qui se retrouve entourée de ses collègues, si elle commence à se stimuler de cette manière-là, ça va sembler un peu bizarre. Donc, elle pourrait juste simplement appuyer sur le point, ce qui serait peut-être plus discret, on va dire, et avoir une action sur le fait de calmer cette peur. Là, par exemple, je rentre d'Algérie et j'expliquais à des psychiatres et des psychologues comment on a fait une formation de 5 jours. Et quand je leur ai montré ce point en leur disant, voilà, vous pouvez le stimuler comme ça, elles me disaient, ah, mais chez nous, nos grands-mères, elles faisaient ça aussi pour traiter leur stress. Et effectivement, on retrouve cette pratique dans tout un tas de cultures différentes et sur l'ensemble des continents d'ailleurs. Donc voilà, par exemple, on pourrait juste stimuler ce point. Après, il y a d'autres points qui ne font pas partie de l'EFT, mais qui font partie d'autres modalités de la psychologie énergétique, comme le point gros intestin 4. Et comment est-ce qu'on trouve ce point? Eh bien, si on serre le pouce contre l'index, le muscle fait une petite bosse. Donc on pose le pouce sur le sommet de la bosse, on relâche l'autre pouce de l'autre main, et ici on vient en buter contre le métacarpe de l'index, on fait une pince, et là c'est carrément discret, parce que je peux stimuler ce tout point. à fait, sous la table. Voilà. Donc dans les transports en commun, sous la table au moment de ma réunion, voilà, et on stimule ce point-là. En fait, il est tellement puissant qu'on le déconseille aux femmes enceintes, parce qu'il peut être abortif les 2 premiers mois et déclencher le travail les 2 derniers mois. Ah oui, effectivement. Il augmente la production d'ocytocine, qui est l'hormone du lien, de l'amour, mais qui est une hormone qui aussi dilate le col de l'utérus. Donc attention, aux femmes enceintes qui nous regardent. Sauf en salle de travail, ça peut être utile. Mais il calme vraiment beaucoup et il est discret. Très bien, merci. Alors, merci Jean-Michel de toutes ces précisions, c'était passionnant. Merci aux personnes qui nous regardent et nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain épisode de Transitionnel. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Salut.